Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est absolument crucial. La fiscalité internationale des successions et des donations. C'est un monde avec ses propres règles, souvent méconnues, et qui peut avoir des conséquences financières, énormes pour les familles dont le patrimoine est réparti dans plusieurs pays. On entend souvent cette idée reçue. Beaucoup de gens qui vivent dans des pays sans impôt sur les successions, comme Israël par exemple, se disent « c'est bon, je suis tranquille ». Mais comme on va le voir, cette tranquillité d'esprit peut se transformer en un véritable cauchemar financier. Pour bien comprendre de quoi on parle, regardez ce chiffre, 60%. C'est le taux d'imposition qui peut s'appliquer sur un héritage entre personnes qui n'ont pas de lien de parenté direct dans un pays comme la France. Oui, 60%, ça donne une petite idée de l'ampleur des enjeux, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ça le cœur du problème. Pour une famille internationale, les lois fiscales de son pays de résidence ne sont qu'une seule pièce du puzzle. Si on ignore les règles des autres pays où l'on possède des biens, où vivent les héritiers, ou même là où on a habité dans le passé, on prend un risque financier majeur. Bon alors, pour y voir un peu plus clair, il faut revenir aux bases. C'est essentiel de comprendre pourquoi ces impôts existent et de bien faire la différence entre les termes qu'on entend partout. C'est le point de départ de toute bonne stratégie. C'est vrai que ça peut paraître étrange. On peut se dire, pourquoi taxer la générosité? C'est un peu contre-intuitif. Et pourtant, du point de vue d'un État, la logique est bien là. Et elle est même assez solide. En fait, il y a principalement 3 raisons. La première, c'est assez simple, éviter que les gens donnent tout leur argent juste avant de mourir pour contourner l'impôt sur la succession. La deuxième, c'est un objectif de justice sociale, pour essayer de réduire un peu la concentration des richesses sur des générations. Et la troisième, c'est de s'assurer que l'État aura toujours des recettes fiscales à l'avenir. D'abord, parlons de l'impôt sur les donations, ou gift tax en anglais. Comme son nom l'indique, ça concerne les transferts faits de son vivant. Le point clé à retenir ici, c'est que dans la plupart des cas, c'est la personne qui donne qui doit payer l'impôt. Ensuite, il y a l'impôt sur la succession, ou estate tax. Attention, la nuance est importante. Cet impôt est calculé sur la valeur totale du patrimoine de la personne décédée. Et c'est la succession, en tant qu'entité, qui paye la facture avant même que les héritiers ne touchent quoi que ce soit. Et pour finir, on a les droits de succession, ou inheritance tax. Là, on change complètement de perspective. L'impôt n'est plus calculé sur le patrimoine global, mais sur la part que chaque héritier reçoit. C'est donc le bénéficiaire, celui qui reçoit, qui paye l'impôt. Voilà qui résume parfaitement la différence. C'est un peu comme si, d'un côté, on taxait à la source, c'est l'estate tax américain, et de l'autre, on taxait à l'arrivée, c'est l'inheritance tax qu'on trouve en France ou au Royaume-Uni. Cette distinction change absolument tout en matière de planification. Ce tableau donne une bonne idée des différences. En France, on a un système d'abattement qui se recharge tous les 15 ans. Au Royaume-Uni, tout tourne autour d'un concept très particulier, le domicile fiscal. Aux États-Unis, il y a une exemption à vie très généreuse, mais attention, elle va bientôt être divisée par 2. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a pas de règle universelle. Chaque pays a son propre mode d'emploi. Bon, maintenant que la théorie est posée pour que ça devienne vraiment concret, rien tel qu'une étude de cas. C'est une histoire qui va nous montrer à quel point ces règles peuvent avoir un impact réel. On va donc faire la connaissance de la famille Cohen. Leur histoire est fictive, mais elle est inspirée de nombreux cas bien réels. C'est un excellent avertissement sur les conséquences financières désastreuses qu'une simple règle de résidence peut entraîner. Alors, le contexte, la famille Cohen, citoyenne israélienne, s'est installée à Londres il y a 16 ans. Leur patrimoine est international, une maison à Londres qui vaut 3 millions, un portefeuille d'actions de 2 millions, un appartement à Tel Aviv d'1 million et d'autres actifs, au total 7 millions de livres sterling. Et voici le piège qui s'est refermé sur eux. C'est une règle britannique très spécifique, le dîme domicile. Pour faire simple, après 15 ans de résidence au Royaume-Uni, le fisc vous considérez comme domicilié fiscalement là-bas. Et la conséquence est brutale. L'intégralité de votre patrimoine mondial, où qu'il soit, devient soumise à l'impôt britannique. Comme M. Cohen est décédé, le fisc britannique a donc envoyé la facture. Et le montant, 2,6 millions de livres. Un impôt calculé sur la totalité des 7 millions, y compris sur l'appartement de Tel Aviv. Pour la famille, c'est un choc absolument terrible. Les conséquences ont été dévastatrices, bien sûr. Pour trouver cet argent, la famille a dû vendre l'appartement de Tel Aviv et une grosse partie de leur portefeuille d'actions. Leur sécurité financière, construite sur des années, a été très sérieusement mise en péril. Cette histoire, c'est un avertissement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, maintenant qu'on a vu le problème, passons aux solutions. Parce que oui, il existe des stratégies très efficaces pour se protéger. Alors comment est-ce qu'on peut éviter un scénario à la Cohen? Il y a 4 grands piliers. D'abord, il faut utiliser tous les abattements fiscaux qui existent, comme les petits dons annuels. Ensuite, une stratégie très intelligente, c'est de donner les actifs qui ont le plus de potentiel de croissance le plus tôt possible. Imaginez si les Cohen avaient donné une partie de leurs actions à leurs enfants il y a 10 ans, toute la plus-value qui a suivi serait sortie de leur succession taxable.
Troisième pilier, les structures juridiques comme les trusts. Un trust bien monté avant de passer le cap des 15 ans de résidence aurait pu mettre l'appartement de Tel Aviv à l'abri. Et enfin, le plus évident mais souvent oublié, planifier sa résidence fiscale. C'est l'oubli de cette fameuse règle des 15 ans qui a coûté si cher aux Cohen. On arrive à la fin de cette analyse, et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on doit planifier, mais quand on doit commencer. À quel moment est-ce qu'il faut se poser pour réfléchir sérieusement à la transmission de son patrimoine et à l'avenir financier de sa famille? Cette citation, elle résume absolument tout. La planification successorale, ce n'est pas un sujet pour plus tard. Plus on commence tôt, plus on a de levier, plus les solutions sont efficaces. Attendre, c'est simplement prendre le risque de laisser le fisc prendre une part beaucoup plus grande du gâteau. Et ça, c'est vraiment le message clé à garder en tête.